souvent... Très bien, on entend très bien. C'est parfait. Merci d'être venu, d'être aussi assidu. Je vous signale qu'on a une doc sur le satellite Herschel, la question de vente, on pourrait le prendre tout à l'heure, il y en a suffisamment pour tout le monde. Et il y a aussi le programme des conférences dont je vais vous parler. Voilà, j'ai noté quelques conférences intéressantes dans le mois qui vient. Pour ceux de la SAF, samedi prochain, c'est la commission de cosmologie. Et nous avons le plaisir de recevoir Madame Brigitte Rocca du consortium Gaïa qui va nous entretenir justement de ce satellite qui aurait dû partir ces jours-ci mais qui est retardé, je crois, au 20 décembre et qui fera la fonction de ce satellite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Ah oui, l'IAP fait une séance spéciale pour conclure le congrès d'exobiologie le jeudi 21 novembre. Et c'est notre ami Jean-Pierre Bibry qui va nous faire un résumé de la science spatiale de Sputnik à Curiosity. Ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour ceux qui habitent la banlieue ouest près de Versailles, on a le plaisir de recevoir à plaisir, justement, Hervé Doll, qui est un des grands spécialistes de la mission Planck, qui va nous parler justement de l'univers dévoilé par Planck. C'est au théâtre Robert Manuel de Plaisir, le samedi 30 novembre, entrée-libre, ouverture des portes à 20h. Il y a 200 places dans le théâtre, donc il n'y aura pas de grand problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Notre ami Jacques Frick, il est là, Jacques? Il n'est pas là. Et le vice-président de la commission de cosmologie nous donne une conférence à Montgeronde sur les trous noirs. Et puis, la prochaine conférence mensuelle de l'IAP, conférence publique, c'est le 3 décembre. Ça sera donné par Laurent Vigroux, qui est le directeur de l'IAP, que vous connaissez tous, et qui va nous parler du métier d'astronome. Ça risque d'être intéressant et peut-être même amusant. Pour votre information, j'ai réussi à compléter les conférences mensuelles de la SAF jusqu'au mois de mars, et même un peu après, nous en parler. Alors, qu'est-ce qu'on a donc aujourd'hui? Je vais vous présenter après notre conférencier. La prochaine conférence, c'est le 11 décembre, c'est Jacques Provisier du LESIA qui va nous parler d'un sujet qui change un peu, d'observation cométaire à Nancy. Le 8 janvier 2014, c'est Catherine Césarski qui nous fait le plaisir. Alors, Catherine Césarski, vous connaissez, elle était haut conseiller scientifique à Saclay, ancienne présidente de l'UAI, ancienne directrice de l'ESO, qui va nous parler de l'évolution de l'univers. Le 12 février, un sujet un peu d'histoire, ça change. Alain Giraud-Ruby, qui nous parle de l'âge d'or des amateurs et la naissance de l'astrophysique. Le 12 mars, Étienne Klein, du Sénat, je me suis trompé, c'est pas LRSM, c'est l'ARCIM, du l'ARCIM. L'univers a-t-il connu un instant zéro? On verra s'il peut nous répondre à cette question. Alors, les dates suivantes, c'est le 9 avril, c'est encore ouvert. Le 14 mai, Alain Ferreira nous a confirmé sa présentation sur l'Astrolabe, cet instrument mythique. Vous savez que c'est un grand spécialiste, donc le 14 mai, il nous parlera de l'Astrolabe. Et le 11 juin, ce sera probablement Francis Rocard qui nous parlera de Rosetta, puisque c'est à ce moment-là que Rosetta va se mettre en orbite autour de la fameuse comète au nom imprononçable. Quoi, vous savez le prononcer? Allez, tous en chœur. Churyumov. Bon, bravo. Alors, ce soir, nous accueillons Monsieur David Elbaz, qui se prélasse dans le fond de la salle, et Jacqueline, je demande de venir, de s'avancer vers nous.
Il est astrophysicien au CA, à l'Institut, à l'IRFU, que vous connaissez, Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Il est responsable du labo Cosmologie et Évolution des galaxies, et il nous parle des dernières nouvelles sur l'histoire de la formation d'étoiles dans les galaxies avec l'apport du satellite Herschel. Donc je vais lui passer la parole. Donc ça c'est pour résumer, je pense qu'il vous parlera un petit peu de Herschel aussi. Donc vous saurez tout, et je lui passe la parole. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu. Vous parlez très près du micro. Très près, je vais essayer avec ça. C'est mieux. Moins pour mon cou, mais. Je peux pas le détacher. Allez hop. J'ai pas le droit de le faire, mais bon. Alors. Ça y est, voilà. Donc, merci à Jean-Pierre de m'avoir invité pour l'introduction. Merci d'être venu si nombreux. Je sais que vous êtes venus si nombreux parce que vous savez tous que les galaxies sont les objets qu'on a finalement peut-être le plus et le mieux étudiés dans l'univers et qui sont aussi les plus mystérieux. Et je vais essayer de vous convaincre un peu de ça. Alors, c'est un peu paradoxal dans le sens où je vais essayer de vous présenter des découvertes récentes qui nous permettent de mieux comprendre ce que sont les galaxies et comment les étoiles naissent dans les galaxies. Cependant, je vous avoue que les galaxies vont continuer de garder une part de leur mystère, mais avec une perspective nouvelle grâce à Herschel. L'objectif d'Herschel, c'était vraiment de comprendre comment naissent les étoiles dans les galaxies, comment naissent les galaxies, et il faut savoir que aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, de la matière noire, de l'énergie noire, et ces composantes sombres qui sont extrêmement intéressantes parce qu'on n'a aucune idée de ce dont elles sont faites. La seule raison pour laquelle on pense qu'elles existent, c'est finalement en observant les galaxies ou des étoiles explosant dans des galaxies. Et la seule chose que l'on connaisse, ce sont ces particules de lumière qui viennent de ces régions-là, de ces univers-îles comme les Africains, et dont finalement on se rend compte qu'elles sont elles-mêmes, entretiennent un certain mystère, et peut-être qu'en comprenant un peu mieux comment les galaxies donnent naissance à leurs étoiles, eh bien peut-être qu'on en saura plus sur la nature de la matière noire, voire même de l'énergie noire. Alors, ici, je vous ai montré 3 images qui montrent un peu aussi l'originalité d'Herschel dans ce qu'on a découvert au cours de ces 4 années d'exploration de l'univers avec Herschel. C'est qu'on peut aujourd'hui faire un lien qui n'était pas possible dans le passé entre des échelles qu'on pourrait appeler microscopiques à l'échelle de l'univers, c'est-à-dire la fraction d'années-lumière, et puis des échelles macroscopiques, c'est-à-dire le million, voire plusieurs millions d'années-lumière. Et comme on va le voir, je vais essayer de vous convaincre qu'avec Herschel, les galaxies qui se situent à l'interface entre ces échelles nous permettent de comprendre qu'il est impossible de comprendre ce qui se passe aux plus petites échelles sans comprendre ce qui se passe aux plus grandes, et qu'il y a un lien de cascade des plus grandes aux plus petites que l'on peut faire aujourd'hui en ayant combiné des observations sur l'univers lointain, c'est l'image de droite, une image profonde de l'univers, dans laquelle on peut observer des galaxies dont la lumière a mis plus de 12 milliards d'années à nous arriver, d'autres plus proches, des images comme celle-ci d'une galaxie spirale qui forme ses étoiles dans des régions bien définies, et puis des régions résolues dans les galaxies où on voit les cœurs protostellaires qui vont donner naissance à des étoiles et qui vont être influencés par toute cette cascade des échelles des plus grandes aux plus petites. Alors avant de rentrer véritablement dans le mystère de la formation d'étoiles dans les galaxies, je voudrais commencer par vous rappeler le contexte cosmologique que je pense que vous connaissez bien, mais avec un angle qui va être bien entendu particulièrement dédié à la question des galaxies. Alors, la question fondamentale à laquelle on a été confronté depuis un certain temps maintenant, c'est le fait que lorsqu'on considère l'univers primordial tel que Planck l'a exploré avec une finesse inégalée, et vous avez dû en entendre parler à la dernière conférence qui a eu lieu ici, mais en quelques mots, vous partez de germes qui vont donner naissance aux galaxies, dont les écarts de densité ici sont de 1 pour 100 000. Ces germes, d'où viennent-ils? On pense qu'ils seraient
nées de fluctuations liées à la mécanique quantique, à tout moment dans le vide, une particule peut apparaître et va créer une surdensité. Elle peut redisparaître en s'annihilant avec son antiparticule, si elle en a le temps. Ça se fait dans un temps très court. Mais on pense que l'univers a vécu une inflation, il a gonflé dans un temps encore plus court. Si bien que la particule n'a pas le temps de se réannihiler, et elle est là, et elle va créer une irrégularité, une hétérogénéité dans l'espace. Donc c'est cet effet-là qui va créer les germes des galaxies, un effet déjà aux toutes petites échelles. Et c'est le même effet qui est à l'origine de ce qu'on appelle l'évaporation des trous noirs, le phénomène de l'évaporation de Stephen Hawking, où de nouveau des particules vont apparaître, une particule et une antiparticule à la frontière d'un trou noir, sauf qu'il y en a une qui va tomber dedans, l'autre qui va sortir, et comme ça, le trou noir perd de l'énergie. Donc ces petites irrégularités vont gonfler, mais comme